Le XVIIe siècle. Caractéristique générale du XVIIe siècle en France. Du point de vue politique, il y a le renforcement de l'État et de la monarchie absolue. Et sur le plan international, la participation à la guerre des 30 ans. Une terrible guerre européenne, dernière conséquence de la lutte entre catholiques et protestants. Il y a eu 3 rois. Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, pour pouvoir accéder au pouvoir en France et devenir roi. Un roi bien aimé par les peuples qui avait permis aux protestants français, les Huguenots, de pouvoir s'exprimer librement. Un roi qui, malheureusement, fut tué par un moine fanatique en 1610. Après lui, il y aura Louis XIII et Louis XIV. Tous les deux auront accès au pouvoir en état de minorité, et donc il y aura les régences des 2 mères. Mais le fait le plus marquant, c'est que pendant la première moitié du siècle, pendant tout le règne de Louis XIII et la première partie du règne de Louis XIV, il y aura 2 premiers ministres, le cardinal Richelieu sous Louis XIII et le cardinal Mazarin sous Louis XIV, qui travailleront au renforcement de l'État, à réduire la puissance des Huguenots et à s'imposer sur les caprices de l'aristocratie. Richelieu obtiendra des grands résultats, mais Mazarin aura plus de problèmes car pendant son ministère, il y aura 2 révoltes appelées frondes, la fronde de la noblesse d'épée, l'ancienne aristocratie, et la fronde de la noblesse des robes, les bourgeois qui avaient acheté les titres de noblesse, qui marqueront profondément les souvenirs de la jeunesse de Louis XIV. En effet, les 2 révoltes de la Fronde seront réprimées et, à la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV décidera d'abord de régner tout seul. Et pour ne plus partager son pouvoir avec d'autres personnes, il abolira la charge de Premier ministre, mais surtout il continuera le travail de Richelieu et de Mazarin, c'est-à-dire le renforcement de l'État, de la monarchie donc, aux dépens de l'aristocratie. Comment arrivera-t-il à accomplir cette tâche? Eh bien, pendant son long règne de 1661 jusqu'à 1714, il obligera l'aristocratie à se transférer dans le grand château construit à Versailles, une localité près de Paris, qui deviendra le centre du pouvoir de la monarchie française. Un espace dans lequel la noblesse de France, pour pouvoir continuer à avoir des privilèges, être nommé ministre, avoir la gestion des impôts, etc., aura de plus en plus besoin du roi et devra se plier à le servir. Les nobles seront obligés à suivre un ensemble de règles, ce qu'on appellera l'étiquette, comme par exemple servir le roi et sa femme pendant le réveil, pendant le repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, et à s'humilier même pour obtenir une petite portion du pouvoir dont Louis XIV, appelé le roi Soleil, disposait totalement. Le XVIIe siècle sur le plan culturel. Le XVIIe siècle est un siècle contradictoire, obscur et dramatique. Il y a la continuation des guerres des religions du siècle précédent et un conflit européen dramatique et sanglant, la guerre des 30 ans, qui éclatera entre le pays européen protestant et catholique. Mais sur le plan culturel, le XVIIe siècle a été appelé le grand siècle. La France va connaître le développement d'un genre littéraire, le théâtre. La tragédie d'abord, mais aussi la comédie. La société française était en train de se développer et l'accès à la culture ne fait que grandir même dans la bourgeoisie. Le théâtre devient un spectacle de plus en plus populaire et se développe de façon désordonnée, trop désordonnée pour le pouvoir, qui commence à s'inquiéter sur les possibles influences négatives qu'il pouvait avoir sur les esprits. Des intellectuels commencent à élaborer des théories et des règles qui pouvaient donner une structure plus acceptable aux représentations théâtrales. On travaille donc au renouvellement de la vieille tragicomédie, un mélange entre tragédie et comédie,
pour développer un genre plus pur, la tragédie, qui, du point de vue esthétique, devra être plus simple et raffiné, mais aussi plus efficace sur les plans de la communication et surtout de la morale. C'est le classicisme, ainsi appelé car on s'inspire au théâtre classique, grec et latin, et en particulier à la poétique du philosophe grec Aristote, qui avait élaboré une série de règles. Selon Aristote, et donc selon les auteurs français qui s'inspiraient à sa poétique, la tragédie devait respecter la règle des 3 unités. L'unité de ton, c'est-à-dire une pièce théâtrale qui représentait une action qui ne dépassait pas les 24 heures. L'unité des lieux, une histoire représentée dans un seul lieu, et l'unité d'action, c'est-à-dire un seul intrigue, simple, sans les complications de la tragicomédie. Le personnage de la tragédie devait appartenir à la noblesse, des rois, des princes, et s'inspirer à l'histoire ancienne ou à la mythologie. On prétendait un théâtre qui devait influencer positivement le spectateur, et donc une tragédie basée sur la bienséance, c'est-à-dire une idée moralement acceptable de la réalité. En effet, ce n'était pas la réalité que le théâtre défini classique devait montrer, mais plutôt la vraisemblance. La réalité pouvait être horrible et représenter un mauvais exemple pour les spectateurs, alors que la vraisemblance était une histoire noble, moralement acceptable, qui permettait, selon Aristote, la catharsis dans l'âme du spectateur, c'est-à-dire l'éduquer en lui donnant la possibilité de se purger des émotions négatives en s'identifiant au personnage positif et de sortir de la salle du théâtre avec l'intime et nette perception de ce que c'était le bien et le mal. Le dramaturge français Corneille fut très critiqué, la célèbre querelle du Cid, par les théoriciens du classicisme car dans une de ses tragédies, le Cid, le personnage principal, une princesse, avait épousé l'assassin de son père. Et quand Corneille, pour se défendre, avait dit que c'était une histoire réalistique, on lui avait reproché que cela n'était pas éducatif et que la tragédie ne devait pas montrer la réalité telle qu'elle était, mais bien la vraisemblance, c'est-à-dire la réalité comme elle devait être. Racine fut le dramaturge qui avait davantage à appliquer la règle classique à la tragédie. Phèdre, Andromaque, voilà des titres de ces tragédies. La comédie, au contraire, était alors considérée un genre vulgaire et donc ignorée par les théoriciens du classicisme. Ses origines remontent à la face du Moyen Âge et au XVIIe siècle subit l'influence des compagnies de comédiens italiens qui avaient quitté l'Italie de la contre-réforme catholique pour la France et qui avaient l'habitude de jouer sur un canevas, c'est-à-dire une intrigue vaguement définie qu'ils complétaient en improvisant devant le public. C'étaient les comédiens de la Commedia dell'arte. En tout cas, Molière, qui était aussi comédien, avait cherché d'appliquer les règles classiques à ces comédies qui, généralement, représentaient des histoires comiques et dont les personnages étaient des bourgeois, pour ennoblir en partie ce genre.